Les Juifs sont-ils riches? On va moins s'intéresser de savoir s'ils sont vraiment riches, on n'est pas dans les statistiques, on va voir comment ils ont été étiquetés riches par contre, ça c'est intéressant. Savoir comment ce préjugé, c'est apposé sur eux véritablement. D'accord, par contre je trouve ça quand même exceptionnel, j'ai été tapé sur YouTube pourquoi les Juifs sont riches pour cette vidéo, parce que je suis dans la recherche, voyez-vous. Et il s'avère qu'il y a plein de gens qui font des vidéos conseils en mode les Juifs, le secret des Juifs révélés, etc. En mode c'est une technique secrète, je sais pas, on se croirait dans un manga, en Naruto. Spoiler alerte, il n'y a pas de technique dans le Talmud qui nous disent, même par l'étude, parce que les Juifs c'est quand même l'étude du texte, qui nous disent oui voilà c'est comme ça que tu deviens riche. Non non, spoiler alerte. Même si c'était le cas, qu'ils étaient plus riches que les autres, ce serait plutôt le résultat d'un long processus historique et culturel. Qui, premier de sa promotion à Polytechnic School of London. Que je vais vous expliciter. C'est parti. Cette accusation, elle naît au Moyen-Âge. Déjà, les Juifs étaient un groupe qu'on détestait en chrétienté, puisque c'est le peuple déicide, c'est-à-dire le peuple qui a tué Jésus. Et donc au Moyen-Âge, ils font face à une défiance certaine. Simplement. Et même les gens, enfin les médiévaux, certains vont tenter d'en faire un groupe distinct, c'est-à-dire qu'on puisse distinguer des autres facilement, parce que c'était pas le cas. Au Moyen-Âge, un chrétien et un juif, c'est dur de savoir. Ils sont enterrés à peu près au même endroit, ils peuvent se marier entre eux. Mazal tov. Ils font à peu près les mêmes activités, etc., etc. Voilà, tous ne portaient pas la kippa à l'époque, c'était pas Israël, back to medieval age. Donc, à plusieurs reprises, les rois d'Europe vont tenter d'exclure les juifs, de les virer. Voilà, et puis ils vont leur assigner des signes distinctifs, notamment Saint-Louis, la rouelle jaune, c'est-à-dire un petit truc jaune ici, là. Ça rappelle d'autres moments dans l'histoire. Et là, chose importante, c'est qu'ils ont diverses activités interdites ou autorisées, qui diffèrent de celles des chrétiens. Parce que les chrétiens ne peuvent pas non plus tout faire, et du coup on leur laisse aux juifs faire ce que les chrétiens ne peuvent pas faire, notamment les activités commerciales, bon ça les chrétiens peuvent aussi, mais ils sont surreprésentés quand même les juifs là-dedans, et l'usure c'est-à-dire faire un prêt, et quand tu fais un prêt, bah, on te rembourse le prêt plus un intérêt. Et les intérêts dans tout ça. Et tu me les donnes les intérêts. Et donc tu gagnes de l'argent, en fait tu fais de l'argent avec de l'argent, et ça c'est interdit dans la Bible, et le pape il interdit à tous les catholiques de le faire. Donc en Europe, l'Europe catholique, voilà, chrétienne, ce sont les juifs qui s'en occupent, là, donc d'être usuriers, d'être banquiers. Et ça explique des choses. Parmi les interdictions, ils ne pouvaient pas posséder terre, donc ils ne pouvaient pas être vraiment seigneurs, ils ne pouvaient pas porter des armes, ils ne pouvaient pas être chevaliers, donc c'est tout à fait mécanique qu'ils soient surreprésentés dans ce que j'ai dit, le commerce, la banque, etc., etc. L'artisanat, même urbain, en tout cas ils sont souvent quand même dans les villes, notamment enfin, en Europe de l'Ouest, parce que bon, il y a les shtetl à l'Est, enfin, bref, c'est pas encore ça, mais maintenant je vais faire un petit point sur une légende particulière qui illustre bien mon propos, qui illustre bien qu'il y a un préjugé qui se soit créé, un assemblage de plusieurs choses. Quelle est-elle, cette légende, cette forgerie? C'est que les Juifs auraient inventé la lettre de change, en fait la traite. C'est l'historienne Francesca Trivellato qui explique dans Juifs et capitalisme ce que je vais vous dire. Donc, au XVIIe siècle, première trace qu'on en a, c'est un avocat du Parlement de Bordeaux qui nous explique dans un livre qui s'appelle Us et coutumes de la mer, que ce sont les Juifs qui ont inventé la lettre de change. La lettre de change, ou traite, c'est un petit bout de papier en fait, qui reconnaît que l'on doit de l'argent à la personne qui détient ce papier. Donc il y a un créancier et un débiteur, et ce qui est pratique avec la lettre de change, c'est qu'on peut l'échanger facilement. En fait, c'est vraiment un petit bout de papier comme ça, même encore plus petit, et du coup c'est beaucoup plus pratique que d'échanger des montagnes de pièces. Et d'ailleurs, ça se transporte beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus facile à dissimuler. Les deux chèques sont là. On peut passer les frontières avec, du coup, sans avoir forcément de contrôle dessus. Ah oui. Donc il y a un mec qui est venu, il est venu te mettre 30 boulettes de drogue dans ton fion, et tu sais pas comment. On a dû me la mettre à mon insu. Enfin, les frontières, c'est pas exactement... Enfin si, il y a des frontières, par exemple. En fait, normalement, à chaque fois que tu rentres dans une ville, au Moyen-Âge ou au temps moderne, on te demande de payer. C'est... voilà. Quand tu rentres dans l'enceinte de la ville, parce que toutes les villes étaient protégées, tu payes. Et voilà, quand tu as une lettre de change que tu as cachée, je sais pas, dans ton slip, c'est beaucoup plus facile de dire ouais j'ai rien sur moi, etc., etc. Au cas où l'un des détenteurs de ce petit bout de papier, cette petite traite, voudrait récupérer les espèces sonnantes et trébuchantes en quelque sorte, il lui suffit d'aller auprès d'une banque ou même d'un commerçant, ou même à peu près de n'importe qui a de l'argent évidemment. Ça a une valeur monétaire et ça permet que l'Europe en fait se développe beaucoup économiquement, puisqu'en fait on n'avait pas forcément assez de métal en Europe pour tout échanger avec des pièces métalliques, et ça permet voilà de monétariser en quelque sorte l'Europe, et que celle-ci se développe, que le capitalisme naisse, et ça c'est beau. J'arrête là ma digression, mais ce qui est important, c'est que cette légende sera perpétuée. Elle va se retrouver dans tous les manuels un peu de navigation, plutôt de commerce maritime, tout au long en fait du 17e, du coup 18e, 19e siècle, et ça deviendra un lieu commun que tout le monde va proférer. Même là j'ai lu un truc d'Atali,
sur les juifs et je sais pas l'argent, un truc comme ça. Et il le dit, même lui il y croit, qu'il a déjà il a pas bien fait ses recherches, et de deux c'est faux. Enfin en fait on peut pas vraiment savoir parce que la lettre de change c'est probablement quelque chose qui a été inventé sur le temps long au fur et à mesure et pas par une seule personne, pas par un seul juif comme ça, le docteur Sus quoi. Cette légende en est une parmi d'autres qui fait du juif quelqu'un David Auguin, voilà, comment dire, d'avare. Mais attends, il me fout un saumon par souci, ce hamad là, il est en train de me bouffer la baraque. Spécialisé sur les questions monétaires et financières et donc plus riche que les autres. Au 19e siècle, cette perception du juif riche, ce préjugé s'accentue. Pourquoi? Parce qu'il y a dans transformations économiques importantes, c'est la révolution industrielle, c'est la financiarisation même du capitalisme. Et donc on retrouve beaucoup de grandes familles juives, ou des juifs connus quoi, qui sont voilà, banquiers, capitaines d'industrie, chefs d'entreprise, voilà, et notamment les Rothschild, que l'on connaît tous. Bon, aujourd'hui les Rothschild sont plus si riches en fait, mais c'est vrai qu'au 19e siècle c'était dans les grandes familles quoi. Ce seront donc l'un des symboles de cette richesse juive, voilà, de ce préjugé comme quoi ils sont riches, ils sont avares. Donc on leur associe le capitalisme d'aventure, comme dirait Max Weber, voilà, le capitalisme spéculatif un peu. Et les juifs deviennent notamment les ennemis des socialistes. Et ouais, il y a beaucoup de penseurs qui essayent de faire une genèse en fait du capitalisme moderne, notamment Karl Marx, qui écrit sur la question juive. Alors certains diront que c'est métaphorique, etc. Bon, c'est pas qu'il accuse les juifs, non, mais il dit que bon, ils ont joué un grand rôle là-dedans. Et voilà, le préjugé persiste. Les Juifs étaient considérés dans l'Antiquité comme un peuple, parce que c'était le peuple de Judée, ce qui est logique. Au Moyen-Âge, plutôt un groupe de croyants, voilà, qui ont une religion qui est différente de celle des chrétiens, et qui sont donc sont ceux qui ont tué le Christ. Et au XIXe siècle, ça devient une race, à partir de Gobineau. Arthur de Gobineau, c'est le roi des fachos un peu, voilà, qui explique qu'il y a des races différentes, etc., que les Renois ils sont inférieurs, etc., les Juifs aussi, du coup. Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. La racialisation des Juifs avait déjà eu lieu en fait depuis assez longtemps, depuis la Reconquista espagnole à peu près. C'est le moment où en fait on oblige les Juifs à se convertir, du coup en Léon et en Castille. Malgré le fait qu'ils soient convertis, on les considère toujours comme des faux chrétiens, comme un peu des Juifs en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on se met à considérer que c'est une race, parce qu'on considère que le judaïsme en fait se transmet par le sang. C'est-à-dire que tu as un enfant, même si tu étais chrétien, mais tu t'étais converti à partir du judaïsme, et ben ton enfant il sera un peu juif quand même. C'est le début de la racialisation. Il y a un livre très intéressant là-dessus, je vous laisse aller voir, c'est Race et Histoire, en référence à Lévi-Strauss, dans les sociétés occidentales. Bref, les juifs sont racialisés. Et en plus de ça, pour revenir au 19e siècle, l'antisémitisme explose véritablement. Voilà, donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le terme en fait antisémitisme est forgé par des Allemands à Berlin dans la seconde partie du XIXe siècle. Il y a le protocole des sages de Sion qui est forgé aussi en 1903 par la police secrète du tsar, etc. Beaucoup de gens deviennent antisémites, notamment chez les catholiques. Et voilà, c'est l'affaire Dreyfus en France, qui en est un des exemples, voilà. Mais il y a évidemment plein de pogroms, etc. Donc ce système très cohérent, voilà, du complot juif mondial va perdurer, notamment chez les nazes. Le XXe siècle n'a d'ailleurs pas aidé, puisque la majorité des juifs exterminés sont d'Europe de l'Est, voilà, qui vivaient dans les shtetls. Là c'était vraiment un prolétariat juif, hein. Voilà, il ne reste que l'élite qui est maintenant en Israël, c'est une blague. J'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. En tout cas ça m'intéresse, si vous avez un avis sur la question juive. Voilà, j'espère bien avoir défendu le peuple de Moïse et de la Torah. J'ai fait une vidéo sur De Gaulle quand même où je questionne justement s'il était ou pas un peu antisémite sur les bords. Je sais pas, c'est pas moi qui le dis, c'est Raymond Aron, allez voir. Bisous à dans 2 semaines.